d'ailleurs, sachant que dans tout départ, il y a bien une nostalgie. Tout départ laisse derrière soi une nostalgie. Et alors, je voudrais juste un peu dire un petit mot sur ce que j'entends ou ce qu'on met dans cette nostalgie, et puis comment se fait le lien entre la nostalgie de l'ailleurs et le parcours migratoire, et en donnant quelques éléments sur quelle perception peut-on avoir de ces trajectoires, de ces départs, de ces voyages. La nostalgie c'est un processus. Et d'ailleurs, il faudrait faire très très attention parce que si vous l'ignorez, elle ne vous ignore pas. Et que par conséquent, lorsqu'elle n'est pas assumée, ou lorsqu'elle est phagocytée ou ignorée, elle revient comme un boomerang. On ne sait jamais à quel moment elle se réveille, et on ne sait jamais son degré d'exigence. Je dirais que, donc je vais commencer pour dire quelques mots sur les repères de qu'est-ce qu'il y a dans cette nostalgie, et puis on dira un peu sur ce qu'il y a dans les parcours migratoires. Dans le processus donc de nostalgie, il y a deux types de situations, où il y a deux types d'éléments constitutifs. Il y a des éléments cognitifs, des lieux, des dates, des rues, ainsi de suite. Et puis il y a des éléments affectifs. Non, affectifs, ça peut être les souvenirs d'enfance, ça peut être un certain nombre d'éléments qui appartiennent à un passé que le parcours donc vers la migration a petit à petit fait ignorer. Et on verra sous quelle pression ceci a été ignoré et de quelle manière ceci peut aussi être réactivé parce que c'est salutaire. Toutes les pièces rapportées dans cet environnement, dans l'Hexagone pour nous autres, ne peuvent se débarrasser ou ne peuvent se délaisser sans dommage de ce qu'est l'ailleurs, de ce qu'est cette altérité ou de ce qu'est cette nostalgie. Le parcours migratoire, il faudrait peut-être se soustraire un peu à ce que je disais, un peu ces lieux communs, conflictuels autour du travailleur, il n'y a pas que le travailleur, et le saisir à travers trois instantanés assez importants. Le premier, c'est l'immigration, avec E. Et là, c'est le projet qui germe, qui est mûri, avant tout départ. Par conséquent, il peut être mûri de longue date, ou si l'on revient sur la situation du travailleur, ça peut être aussi, négocier, connaître l'histoire de la main-d'œuvre et autres. Ou ça peut être un départ précipité, brusque. Et là, donc ça, c'est le premier instantané. Le deuxième instantané, c'est la migration elle-même. On est parti, mais on n'est toujours pas encore arrivé. Cette espèce de l'entre-deux. Et vous verrez que chaque étape a ses contraintes et ses exigences. Dans la première étape de l'immigration, on n'est pas encore débarrassé de tout ce patrimoine, de tout ce bagage identitaire. Dans la deuxième étape, qui est celle donc, finalement de l'entre-deux, et on ne sait pas. On reste fidèle à l'ailleurs ou on rentre chez les autres. Et pour rentrer chez les autres, il faut aussi des clés et il faut aussi qu'il y ait une bienveillance. C'est une espèce de, on va dire les choses très rapidement, le processus d'intégration est un processus mutuel. Donc il n'y a pas un effort unilatéral demandé aux uns et sans les autres. Donc c'est un processus qui, donc finalement, qui exige une réciprocité. Le troisième instantané, donc dans le parcours migratoire, c'est l'immigration elle-même. Là, on est arrivé. Là, on est arrivé, on a posé les bagages, on s'est installé. Il n'y a pas d'immigration réussie qui ne s'appuie pas sur ces réminiscences de l'ailleurs, magnifiées, enjolivées ou autres, et sur ce que les outils, il y a tout un travail. Je crois que vous verrez, je ne veux pas anticiper sur les témoignages, qui disait que émigrer, c'est un effort gigantesque. C'est une prise de risque et c'est un effort. Je disais donc, pour faire le lien entre, prétentieusement, on pourrait dire l'immigration réussie, ou tout au moins une immigration apaisée. Une immigration apaisée, c'est une immigration dans laquelle l'ailleurs trouve
retrouve sa place d'une manière sereine. Il n'est plus conflictuel. Et d'où cette nécessité de pouvoir interroger cette nostalgie. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, vous savez que les seuls éléments, les seules personnes, et ceci, vous savez, au regard de mon âge, je suis dans la même problématique, je suis concerné tout autant que ceux qui étaient dans le film ou tous ceux des générations qui sont un peu plus âgées que moi. Je disais donc que finalement, la nostalgie se faufile à travers notre vie, à travers notre vécu. Mais très très peu ont eu cette possibilité. Nous ne nous sommes jamais très peu donné des espaces ou des lieux où les gens peuvent se raconter et dire ce qu'était leur vie dans le temps et dire ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Les seules personnes qui malheureusement en parlent, c'est lorsqu'il y a des décompensations psychiques. C'est simplement parce que quelqu'un, finalement, par cet excès, je ne sais comment on peut l'appeler, cette pathologie, finalement, oui, finalement, et là on voit que la nostalgie a pris le dessus. Donc, la nostalgie de l'ailleurs a pris le dessus, elle n'a pas été, j'allais dire, travaillée de sorte qu'elle devient juste un appui identitaire. C'est pour ça, d'où la nécessité et d'où l'importance de pouvoir se donner des espaces, se donner des temps pour pouvoir, c'est pas l'évacuer, il ne s'agit pas d'évacuer. Si vous emmurez dedans, vous prenez un risque. Si vous l'ignorez, vous en prenez un risque également. La seule alternative, c'est ces espaces où les gens peuvent raconter leur altérité ou leur ailleurs, ce qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai regardé avec beaucoup d'affection le document, puisqu'il faudrait que je réagisse dessus. Je dirai tout à l'heure quelques mots, mais c'est assez fascinant de voir comment les différents acteurs qui ont eu la possibilité d'intervenir nous ont embarqués sur leur vie du ici maintenant, sur ce qu'ils sont aujourd'hui, sur ce qu'ils sont devenus dans la migration, mais qui ont été très chichement bavards sur ce qu'était cette traversée, sur ce qu'étaient ces grands voyages. Je pense que finalement, il y a une relation intime entre migration et nostalgie, entre partir, entre départ et nostalgie de l'ailleurs. Et j'ajouterais tout simplement, cette nostalgie peut se nourrir à la fois d'éléments réels, concrets, mais peut aussi se nourrir de ce qu'on peut appeler le roman familial, tout ce qu'on nous a raconté. Il y a des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais mis les pieds de côté de la Méditerranée, par exemple, qui n'ont jamais mis les pieds du côté de leurs parents, de leurs grands-parents, mais qui sont porteurs, qui tout d'un coup, par une sorte de contamination, se retrouvent porteurs de cette nostalgie. Les plus jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes gamins qui ne connaissent rien des pays de leurs parents et qui, petit à petit, et là on est dans un autre registre, sur le registre des qu'est-ce qui a été transmis ou qu'est-ce qui n'a pas été transmis. Ça me ramène pour juste finir avec quelques mots assez importants, que finalement, dans cette relation entre nostalgie de l'ailleurs et vie sociale ou vie apaisée dans l'immigration, tout cet édifice se nourrit de trois éléments assez importants. Le premier, c'est le roman familial, ce qu'on nous a dit ou nous a pas dit. Deuxième, c'est l'élément culturel. Alors, dans culture, on peut mettre tout. Dans culture, on peut mettre le couscous. On peut mettre beaucoup de choses. Donc, j'ai pris l'exemple au hasard. Lorsque les éléments de ma culture s'enracinent, trouvent une place sereine, normale, sans difficulté particulière dans le lieu d'accueil, dans le pays qui m'a adopté, là je suis tranquille. Quand on regarde les trajectoires de beaucoup de gens, s'il y a eu des silences sur ce que c'était leur trajectoire, leur départ ou leur pays d'origine, c'est parce que dans le regard qui leur aurait été renvoyé, le jugement n'était pas forcément positif. Donc,
si le regard sur les pays d'origine était un regard valorisé et hautement positif, dès leurs arrivées, les gens, toutes les difficultés dans les situations d'intégration viennent de cette espèce de forcing, viennent de difficultés de faire admettre. Alors l'exemple de couscous, on peut le mettre de côté, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a des choses beaucoup plus importantes, comme la culture au sens large, pas que les habitudes culinaires, façon d'être, façon de s'habiller, façon de vivre, façon de réfléchir, façon de penser, tous ces éléments-là, lorsqu'ils s'enracinent dans le pays d'accueil, c'est une ouverture, c'est une possibilité pour que les gens puissent vivre sereinement. Un autre élément assez important qui joue aussi dans cette dynamique-là, c'est le facteur de la langue. Dans le pays d'accueil, et là on revient pour avoir travaillé beaucoup sur les carrières décousues des anciens travailleurs émigrés, j'ai toujours fait un reproche à mon pays d'adoption, qui est la France, c'est que finalement tous ces cohortes de gens qu'on avait fait venir à une certaine époque, on n'a pas pris le temps, juste avant leur entrée, de prendre, je ne sais pas moi, 6 mois, 8 mois, 10 mois, de faire apprendre la langue. C'est un atout. Lorsque vous maîtrisez la langue, vous avez une clé pour pouvoir agir sur votre environnement, pour pouvoir le maîtriser. Donc il y a un déficit à ce niveau-là. Et est-ce qu'il a été compensé par autre chose? Je ne sais pas, on cherche encore. Donc toujours est-il, voilà, donc pour dire que, pour résumer un peu mon propos, il y a tout intérêt à ce que nous réfléchissons ensemble sur cette nécessité vitale que ces espaces d'où nous venons doivent trouver place à la fois dans cette dualité identitaire qui est la nôtre, parce qu'elle est salutaire, mais aussi dans les transmissions nécessaires pour les générations à venir. Deuxième chose sur laquelle je voudrais réassister, c'est, alors, je sais pas, les outils peuvent être très très divers. Il faut provoquer des espaces, il faut provoquer des instants, il faut provoquer des moments où l'on se raconte, où l'on partage autour de cet ailleurs commun. Je pense que c'est presque un impératif. C'est presque un impératif pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir accéder à l'universel ou au commun. Lorsque nos singularités sont prises en compte, sont mutuellement connues, identifiées, ne sont nullement l'objet de jugement négatif, nous pouvons partager quelque chose en commun. Les réticences, les tensions s'articulent sur les méconnaissances de l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il apporte. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire en propos les mineurs. On aura l'occasion tout à l'heure donc de solliciter les personnes qui ont eu la gentillesse donc d'être dans le documentaire, de compléter mon propos à travers une plus grande participation ou plus grande information sur ce qu'était leur vie d'avant, sur ce qu'ils ont laissé derrière eux et comment peut-il aujourd'hui être partie prenante donc d'une vie qui est la leur. Voilà, je vous remercie.